C'est l'heure de notre panel américain. Voici nos panélistes que je retrouve avec plaisir. Catherine Loubier, Raphaël Jacob et Michel C. Auger. Bon début de soirée à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. OK, on attendait beaucoup de la rencontre entre Zoran Mamdani, le nouveau maire de New York, et le président des États-Unis, Donald Trump. Ça se passait à la Maison-Blanche aujourd'hui. M. Trump a déjà qualifié M. Mamdani de communiste et avant la rencontre, il avait comme mis la table. Voici ce qu'il avait publié sur les réseaux sociaux. Il avait dit « Le maire communiste de New York, Zoran Kwame Mamdani, a demandé une réunion. » Et donc, cette réunion a lieu aujourd'hui. Et à la surprise de tout le monde, ça a très bien été. Voici un extrait. I just want to congratulate. I think you're going to have hopefully a really great mayor. I feel very confident that he can do a very good job. I think he's going to be. I think he is going to surprise some conservative people. Actually, we had a meeting today that actually surprised me. He wants to see no crime. He wants to see housing being built. He wants to see rents coming down. All things that I agree with. He said a lot of my voters actually voted for him, and I'm okay with that. OK, donc comme d'habitude, M. Trump parle beaucoup. M. Mamdani n'a pas glissé un mot, quoi qu'il l'a fait un peu plus tard, évidemment, dans cette mêlée de presse impromptue. Catherine, êtes-vous aussi surprise que nous? Bien, je suis surprise. Je pense que ça a été vraiment loin, là, le Love Fest. Là, on qualifie déjà ça de festival de l'amour. Mais en même temps, Donald Trump n'avait pas beaucoup le choix parce que si on regarde les derniers sondages, ça lui fait mal, le sujet du coût de la vie, tout ce qui entoure le coût de l'énergie, le coût de la vie. Donc, il gagnait aujourd'hui à être la version Trump docile. Il gagnait à être en mode solution avec le nouveau maire de New York et de ne pas opposer quelqu'un qui veut finalement atteindre les mêmes objectifs que lui. C'est ça ils sont polarisés politiquement, mais en fait, le coût de la vie, l'économie et le crime. Donc, ils ont vraiment insisté tout au long de la rencontre sur ces priorités communes et même M. Trump est allé très loin, là. Sébastien, il a dit, si Mamdani était maire, oui, je voudrais vivre à New York. Ouais. Je pense qu'il va réussir. Je pense que les conservateurs, il y en a certains qui vont être surpris. Il l'a félicité. Il l'a même sauvé avec certaines questions des médias. Il est allé intervenir notamment sur la question du fait qu'il avait traité de fasciste. Alors, on passe du tout au tout, finalement, dans le ton. Oui, mais ce qu'on constate, Michel C., puis c'était peut-être une évidence, mais là, ça ressort plus, c'est qu'ils ont des intérêts communs. Enfin, comme le disait Catherine si bien, des enjeux sur lesquels l'objectif est commun. Est-ce que ça peut les rapprocher? D'abord, disons-le, M. Trump aime surprendre. Alors, il nous a surpris. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est qu'effectivement, et Catherine a raison, là, qu'est-ce qui fait mal à M. Trump actuellement, puis ça va pas bien dans les sondages, disons-le, là, c'est que le coût de la vie est cher, la vie est chère, l'inflation, il dit que ça n'existe pas. Je voyais un titre dans The Economist cette semaine qui dit « Mon Dieu, il est rendu comme Joe Biden, il pense que l'inflation, c'est pas important. » C'est un fait, cette situation-là. Mais le gagnant aujourd'hui, c'est M. Mamdani. Écoutez, c'est vrai ça à Saint-Hélesphore, c'est vrai à New York. Si vous avez l'oreille du patron, que ce soit le premier ministre ou le président, le fonctionnaire dont vous avez besoin avec lequel vous avez besoin de parler au ministère des Transports ou au ministère de la Santé, il va rappeler. Il va rappeler vite à part ça. Alors, ça, pour M. Mamdani, c'est quelque chose qui vaut extrêmement cher. Est-ce que, Raphaël, parce qu'on parle d'objectifs communs, mais c'est peut-être les moyens pour atteindre les objectifs qui sont différents, là. Donc, est-ce que le fait qu'ils aient des objectifs communs peut les rapprocher ou à un moment donné, inévitablement, sur les moyens, que ce soit pour la sécurité publique, le coût du logement ou le coût de la vie, ils vont être en confrontation? Oui, à toutes ces réponses. Mais avant d'aller plus loin, je tiens à vous rassurer, à être très, très clair, Sébastien, en parlant à la fois au nom de Catherine et de Michel. Aucun de nous trois avons accepté des billets bruns de 100 $ pour être avec vous ce soir. Donc, considérant le thème de la journée... La chose est dite. Ça devait être précisé. Une fois que ça s'est dit, pour ce qui est... Ça arrive directement dans le compte de banque, Raphaël. Ouais. Je n'irai pas plus loin que ça. De façon beaucoup plus sérieuse. Écoutez, je vais le dire très franchement, je n'étais pas surpris, personnellement. Ah oui? Parce que Donald Trump nous a sorti ce genre de comportement et de 180 degrés-là à répétition depuis son premier mandat. Insulter, insulter, insulter. Après ça, on est meilleurs amis. Après ça, on insulte. Je vous donne un exemple, non pas avec un élu démocrate comme celui-ci, mais avec son plus âpre adversaire lors des primaires républicaines de 2016, le sénateur Ted Cruz du Texas. Pendant presque toute la campagne de 2016, Donald Trump lui avait donné un colibet « Lying Ted ».
Ted le menteur. Donald Trump se fait élire. Quelques mois plus tard, il donne un nouveau surnom à Ted Cruz, Beautiful Ted. Ted le magnifique. Donc, on a eu ce genre de revirement-là à répétition. Et là, dans ce cas-ci, il n'a pas le choix de parler au maire de New York. C'est le maire de la plus importante ville du pays. Pas plus que le maire de New York n'a de choix que de parler à Trump. C'est le président des États-Unis. Les deux sont en début de mandat. Et soit dit en passant, des exemples dans l'histoire de tensions extrêmement vives entre un président américain et un maire de New York, on en a eu d'autres. Je donne un exemple très, très bref. Au début des années 70, alors que Richard Nixon était président et que John Lindsay était le maire de New York, Nixon aurait carrément offert de façon complètement à la fois secrète et illégale au gouverneur de l'État de New York d'enregistrer illégalement les appels de Lindsay pour pouvoir le mettre dans une position précaire. Donc, tout ça pour vous dire qu'on n'a pas le choix de s'entendre, ou tout au moins de s'entendre pour se parler, même si, au final, on ne s'entendra pas, évidemment, dans bien des cas, sur les moyens à utiliser. Il y a une expression en politique... Et Lindsay était un républicain comme Nixon. Ouais. Mais Nixon, disons qu'il y avait un peu de fling-flang dans les façons avec lesquelles il faisait les choses. Oui, exactement. Catherine, il y a une expression en politique qui dit que celui qui est le plus fort, celui ou celle qui est le plus fort, c'est le dernier à avoir gagné ses élections, n'est-ce pas? Donc, M. Mamdani est dans une position de force en ce moment. Est-ce que Donald Trump a avantage à se coller à M. Mamdani ou inévitablement, à un moment donné, ça ne tiendra pas? Non, je pense qu'il va y avoir des désaccords à un moment donné, c'est certain. Mais ce qui est intéressant aussi, puis c'est peut-être un précurseur de cela, c'est que là, il met Elise Stefanik, qui est une membre du Congrès, mais aussi qui est maintenant candidate pour être gouverneur de l'État de New York, qui a dit à répétition que Mamdani était un communiste, un djihadiste. Il met Elise Stefanik, sa dauphine, dans un peu une position difficile, hein? Et il y a des républicains qui commencent à réagir aussi au fait qu'effectivement, il a voulu avoir une rencontre impeccable de collaboration sur un thème, comme mon collègue le disait, qui fait mal à Trump maintenant. Mais il y a aussi les membres républicains qui avaient écrit une lettre aujourd'hui pour dire il faut empêcher ce gars-là d'avoir sa cote de sécurité. Donc, ça fait réagir dans sa base aussi. Là. Moi, je trouve, du point de vue républicain, c'est bien qu'il y ait de l'entente, mais c'est allé très loin aujourd'hui. Et il y en a qui n'aimeront pas ça, c'est certain. Intéressant. Donc, mais aussi intéressant peut-être pour M. Trump, c'est qu'on ne parle pas des dossiers Epstein. C'est drôle, hein? On est comme passé à autre chose avec cette rencontre avec M. Mamdani aujourd'hui. Et on devrait peut-être s'habituer. Aucune question dans ça, là. Il y a eu, excusez-moi Catherine, répétez-donc, moi. Il n'y avait aucune question. C'est peut-être un peu arrangé avec le gars des vues, comme on dit, mais il n'y a pas eu de question sur Epstein, c'est surprenant. Raphaël? J'avais simplement mentionné qu'on devrait peut-être s'habituer en Occident de façon plus large, dans les démocraties électorales, à voir ce genre de position-là, entre une droite de plus en plus populiste, entre guillemets, anti-establishment, et une gauche, entre guillemets, de plus en plus à gauche, qui flirte avec le socialisme, dans certains cas, avec le communisme. Je donne un exemple extrêmement simple, extrêmement actuel. Regardez ce qui se passe au Chili. Le deuxième tour qu'on va avoir entre un candidat qui ressemble à plusieurs égards à droite à Donald Trump et de l'autre côté, à une candidate qui, à plusieurs égards, ressemble aussi un petit peu à Mme Mamdani. Le portrait est différent et ce n'est pas simplement ce qu'on a aux États-Unis. Mais êtes-vous en train de nous dire qu'on est en train de polariser la politique à outrance, Raphaël? À certains égards. D'accord. À suivre. On va parler du plan américain pour la paix en Ukraine. Michel, je veux vous entendre là-dessus. D'abord, on a certains des éléments qui sont dans ce plan américain pour la paix en Ukraine. Cession de territoire pour l'Ukraine, engagement à ne pas joindre l'OTAN, plafond sur le personnel militaire ukrainien, garantie de sécurité, 100 millions pour la reconstruction de l'Ukraine à partir d'avoirs russes gelés. Il y a bien des gens, Michel C., qui ont interprété ce plan américain pour la paix en Ukraine comme un plan Poutine, donc qui faisait l'affaire de Poutine, cession de territoire, engagement à ne pas joindre l'OTAN. Vous le voyez comment? C'est une capitulation pure et simple. C'est comme si M. Poutine avait écrit ce document-là. Et il y a des choses là-dedans qui sont absolument incroyables. Là. Non seulement vous allez me donner du territoire que je n'ai pas gagné militairement, parce que je le veux, je vais l'avoir comme ça, vous allez vous retirer, puis vous allez me donner du territoire que je n'ai pas réussi à gagner personnellement, mais après ça, vous n'aurez plus d'armée, puis vous ne pourrez pas rejoindre l'OTAN. Alors, c'est un peu incroyable quand on pense aux sacrifices qui ont été faits par l'Ukraine pendant toutes
ces années-là. C'est peut-être de la réelle politique, là, mais c'est quand même étrange de voir le gouvernement des États-Unis prendre position aussi ouvertement pour la Russie dans cette affaire-là. Ça laisse un goût amer pour n'importe qui a vu la bravoure du peuple ukrainien, en tout cas. Voici comment M. Trump a présenté les choses cette semaine et la réaction du président ukrainien Volodymyr Zelensky. He'll have to like it, and if he doesn't like it, then, they should just keep fighting, I guess, Well, at some point, he's going to have to accept something, He hasn't accepted. You remember right in the Oval Office not so long ago, I said, you don't have the cards. Я ніколи її не зраджу. Національний український інтерес має бути врахований. Ми не робимо гучних заяв, ми будемо спокійно працювати з Америкою та усіма партнерами. Буде конструктивний пошук рішень з нашим головним партнером. Я буду наводити аргументи, я буду переконувати, пропонувати альтернативи, але точно ми не дамо ворогу приводів сказати, що це Україна не хоче миру, що це вона зриває процес і це Україна не готова до дипломатії. Alors, Donald Trump dit que M. Zelensky n'a pas les cartes en main. Il rappelle la fameuse rencontre dans le bureau ovale. Et M. Zelensky dit que l'intérêt national de l'Ukraine doit être pris en compte dans le processus de paix. Ça nous laisse où, ça, Raphaël? Avec exactement la même question avec laquelle on est coincé depuis 2022, qui est extrêmement inconfortable, que bien des gens ne veulent pas voir en face, mais qui demeure extrêmement simple. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Est-ce que c'est d'un côté mettre fin à cette guerre-là, avoir une chance d'y mettre fin à la tuerie, ou de l'autre côté, est-ce que c'est de pouvoir faire en sorte que l'Ukraine continue à résister? Vous ne pouvez pas avoir les deux. Point. Donc, peu importe quelle avenue vous allez prendre, il va y avoir des critiques qui vont tomber de l'autre côté. C'est ce qu'on voit en boucle depuis 2022. Ils se situent où, les Américains? C'est peut-être dur à dire sans sondage, là, mais Catherine, est-ce que... Parce que M. Trump a comme valsé à un moment donné entre Poutine et Trump et Zelensky, mais on a l'impression qu'il penche plutôt du côté de Poutine en ce moment. L'appui des États-Unis à l'Ukraine s'effrite ou pas? Bien, il y a une partie des Américains, on le sait, là, la base MAGA, qui disent on a besoin de faire l'Amérique en premier, donc de faire partie de ces guerres-là, à n'en plus finir avec des sommes d'argent importantes. Ils ne sont pas pour ça du tout. Ils veulent qu'on s'occupe de l'Amérique à l'intérieur de nos frontières. Il y a une grande partie des Américains, puis des démocrates aussi, qui ne veulent pas laisser tomber l'Ukraine à tout prix et qui voient dans ce plan, effectivement, que des concessions de la part de l'Ukraine et un plan qui a l'air effectivement écrit par la Russie. Mais ce qui surprend aussi, c'est que à l'intérieur de cette proposition-là, on met en étau finalement Zelensky en disant, bien, si tu n'acceptes pas le plan, M. Trump est allé loin aujourd'hui, il y aura des conséquences, peut-être des conséquences de retrait des États-Unis. Et M. Zelensky a dit, je dois choisir aujourd'hui, dans ce moment important de l'histoire, entre la dignité et la perte d'un allié de premier plan en parlant des États-Unis. Et on entend, je ne sais pas si c'est fondé, mais Reuters avait une histoire qui disait que la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne sont en train de travailler sur une contre-proposition. Donc, on voit un peu, encore une fois, là, c'est le même ultimatum avec le même genre de demande encore dans ce plan en 28 points. Pire que ça, faire revenir la Russie dans le G8 au cas par cas, mais en tout cas enlever certaines sanctions, dégeler des fonds. C'est tout ce que Poutine veut finalement. Et un énorme pan de territoire qui serait légué, qui serait volé en fait à l'Ukraine pour un président qui n'a jamais cru que l'Ukraine était une nation de toute façon, en parlant de Vladimir Poutine. Catherine parlait de division au sein de la population américaine par rapport au dossier ukrainien. Il faut réaliser que ça aussi, depuis des mois, il y a une très sérieuse division au sein de l'administration américaine, au sein de l'équipe de M. Trump. D'ailleurs, dans les derniers jours, qu'est-ce qu'on a appris? On l'a beaucoup moins couvert dans les médias, mais c'était un signe immanquable pour n'importe qui capable de lire entre les lignes. Le départ de Keith Kellogg, qui, au sein de l'équipe de M. Trump, faisait partie des faucons, avec M. Rubio, secrétaire d'État, qui prône depuis le début une ligne beaucoup plus dure face à Moscou. J'ai un petit peu de misère à croire que c'est un hasard total de le voir partir à ce moment-ci, je vais le dire comme ça. Intéressant. Semaine au bureau pour M. Trump où à deux reprises, il s'est accroché, il a accroché avec des journalistes. Il y a eu des accrochages avec des journalistes. Écoutons un extrait. Sir,
Yeah, If Jennifer, there's go nothing ahead. Go ahead. incriminating in the file, sir, why not acting as Quiet. Why wait for Congress to release the Epstein files? Why not just do it now? You know, it's not the question that I mind, it's your attitude. I think you are a terrible reporter. But I think the way you ask a question with the anger and the meanness is terrible. You ought to go back and learn how to be a reporter. No more questions from you. Donc, dans l'avion, vous l'avez peut-être mal entendu, mais il a traité une journaliste de piggy. Ça a été traduit par truie. Puis là, à l'autre journaliste dans le bureau ovale, il lui dit vous devriez pas, vous êtes une honte pour le journalisme. La porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a réagi en disant le président est très franc et honnête avec tout le monde dans cette salle. Essentiellement, circuler, il n'y a rien à voir. Circuler, il n'y a rien à voir, c'est de ma part, là, mais c'est ce qu'elle voulait dire. Michel, qu'est-ce que vous pensez de ces accrochages? D'abord, M. Trump, quand il a le goût, il est capable d'insulter n'importe qui. Alors, il ne faudrait pas s'étonner qu'il insulte des journalistes. Deuxièmement, vous savez, sa relation avec le corps de presse de la Maison-Blanche a été très, très houleuse. L'Associated Press, l'agence de presse qui couvre tous les médias des États-Unis, et on s'en sert même au Canada. Quand moi, j'étais à la presse canadienne, on s'en servait beaucoup. S'est fait enlever le droit d'aller à la Maison-Blanche parce qu'il n'utilise pas le nom Golfe de l'Amérique pour le Golfe du Mexique. Alors, ça vous donne une idée. Disons qu'on est habitué à voir M. Trump faire ça. Catherine, il y en a qui disent que ça fait partie de la personnalité de M. Trump. En 30 secondes, vous en pensez quoi? Non, ben moi, j'accepterai pas ça, qu'une femme se fasse traiter de truie. C'est complètement dégradant, c'est inacceptable. Et puis, le fait qu'on tire des questions au président des États-Unis, je m'excuse, mais c'est ça la job. S'il n'est pas capable de faire la job, c'est son problème. C'est complètement dégradant. C'est pas la première fois. Il a fait ça avec Mary Bruce de ABC. Il a fait ça avec Megyn Kelly. Il a fait ça avec d'autres journalistes, hommes aussi. Je veux dire, c'est pas une manière de se comporter comme président. Là. Je suis... Vous le condamnez. Je dirais pas on est habitué. Il faut quand même continuer de s'indigner. Voilà, il ne faut pas normaliser certaines choses avec M. Trump, en effet. Les amis, merci beaucoup. Je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine. Merci d'avoir été là. Merci. Bon week-end. Au revoir.